en préalable, Madame le garde des Sceaux, vous avez parlé de la définition du viol, la redéfinition, le changement de la définition du viol. Je crois comprendre, et ce faisant, j'adhérerai certainement à cette nouvelle définition, que par ce biais, nous mettrons fin à quelques curieuses décisions de la Cour de cassation de la Chambre criminelle qui évitaient de poursuivre sur le fondement du viol des faits qui, intentionnellement, en étaient tout de même. Donc sur ce point, pas de difficulté. En revanche, lorsque l'on fera dans quelques années le bilan de la loi que nous allons aboutir à voter, il ne faudrait pas que notre combat apparaisse avoir été engagé pour satisfaire notre bonne conscience. C'est-à-dire qu'il va falloir réellement amener des progrès. Et je ne suis pas certain, même si encore une fois je ne ferai pas casus belli de voter à terme l'augmentation de la prescription, mais je ne suis pas du tout certain que sur deux points particuliers, le projet de loi apporte vraiment aux victimes ce qu'elles attendent. Premièrement, la prescription. L'augmentation de la prescription. Vous l'avez dit à juste titre, Madame la garde des Sceaux. Le problème dans tous ces domaines, dans tous ces faits, dans toutes ces affaires, c'est la preuve. La preuve, 30 ans après les faits, quand les témoins ont oublié ou ont voulu oublier, quand ils sont morts, quand il n'y a plus aucune trace matérielle de l'agression, est-ce que c'est vraiment donner une arme supérieure aux victimes? Moi, je ne le pense pas, parce que nous avons un risque supérieur dans cette augmentation de la prescription. C'est qu'à raison du dépérissement de la preuve, il y a deux conséquences. La première, au détriment des victimes, qui, après avoir rouvert leurs blessures, risquent de s'entendre dire, et j'ai la conviction qu'ils s'entendront dire dans la plupart des cas, que la preuve n'est pas rapportée. Et lorsque la victime aura été réellement victime, elle le sera une autre fois, avec une aggravation encore de son état, parce que 30 ans après, on lui dira qu'il n'y a pas la preuve. Difficulté donc sur ce point. Et puis aussi, une conséquence au détriment des innocents. Parce que quand 30 ans après, la personne innocente, certes, aura vu la cour d'assises prononcer un acquittement, ou le juge d'instruction prononcer un non-lieu, restera toujours l'opprobre, et il n'aura pas pu démontrer son innocence, puisque les preuves auront été effacées. La prescription, sur ce point, ne me semble pas du tout apporter un progrès au niveau des victimes. Je crains que ce soit un leurre. Ce qu'il importe, c'est que les victimes, encore une fois, libèrent leurs paroles le plus rapidement possible et qu'on ne les engage pas à estimer qu'avec la prescription, ils pourront libérer plus tard. Et la solution qui avait été trouvée, ou imaginée, ou discutée devant la commission des lois, de faire en sorte que ce traumatisme qui vous fait oublier pendant une certaine période de votre vie ce dont vous avez été victime, soit en fait une interruption de prescription, soit interruptif de prescription. Là, dans ce domaine, je pense que le droit favoriserait plus l'intérêt des victimes. Prenons garde à ce que dans 3-4 ans, quand on fera l'inventaire, le bilan de l'application de la loi, on s'aperçoive que cette augmentation de la prescription n'est fait qu'aggraver les choses. Dernier point, deuxième point également, la contravention. Je passe sur le fait que cette contravention, le gouvernement pouvait en prendre la responsabilité sans passer par la loi, puisqu'aussi bien, il m'a semblé voir que dans un avenir prochain, il nous sera proposé de faire en sorte que les amendements en ce sens soient irrecevables dans la discussion constitutionnelle. Mais peu importe. Bon, allez, la loi met en place une contravention. Mais c'est une contravention qui existe déjà. Pourquoi laisse-t-on penser aux victimes qu'on va leur apporter un progrès alors qu'elle existe déjà? L'injure existe déjà. L'injure sexiste, c'est quoi? C'est une expression outrageante. L'injure, c'est une expression outrageante. Donc, le texte existe. S'il faut l'améliorer, s'il faut faire un peu d'orfèvrerie juridique et textuelle,
pourquoi pas? Mais dire à tout va qu'on va créer une infraction qui résoudra le problème, alors que tous les policiers vous ont dit que ce serait absolument inapplicable et que le seul intérêt pour eux, c'est que ça leur permettra de faire des contrôles d'identité. Je ne vois pas pourquoi on s'entête à lancer cette nouvelle infraction, cette nouvelle contravention, alors que nous l'avons déjà. Voilà les raisons qui me laissent à penser sur ces deux points, qu'il faut éviter, si on veut avoir la sincérité du même combat, de se donner un peu trop bonne conscience en donnant l'illusion aux victimes qu'on va leur apporter un meilleur traitement d'une situation qui est catastrophique, mais qui ne se résoudra, on en est là aussi tous d'accord, qui ne se résoudra que lorsqu'on leur aura permis, lorsqu'on leur aura autorisé psychologiquement, sociologiquement, de libérer leur parole. Pour ce faire d'ailleurs, faudrait-il encore plus de moyens budgétaires qu'il ne semble en être envisagé dans les lois de programmation. Merci, chers collègues. In coda venenum. Alors, Laurence Rossignol. Merci, Monsieur le Président. D'abord, merci, Mesdames les ministres, pour vos exposés fournis. Plusieurs remarques. Une d'abord pour dire ma satisfaction de voir allonger le délai de prescription pour les crimes sexuels sur mineurs. J'entends bien ce que dit notre collègue Pilet. Ces divers inconvénients ont déjà été évalués, pesés. Et puis, somme toute, on pourrait presque faire avoir les mêmes interrogations déjà avec une prescription en dessous à 20 ans. C'est-à-dire que déjà à 20 ans, on peut se poser la question de la conservation des preuves, on peut se poser ces questions-là. Donc, ce qu'il faut avoir comme en tête, c'est que dans les espèces, dans les cas où il y a une pluralité de victimes, la pluralité de victimes permet vos preuves, et donc elle permettrait là, l'allongement de la prescription permettrait là de poursuivre. C'est le cas par exemple dans une affaire qui est très connue, qui est l'affaire Flavie Flament, bon, qui s'est éteinte pour d'autres raisons, mais la pluralité des victimes et la répétition des mêmes scénarios aurait probablement permis de qualifier, à bout de 25 ou de 30 ans, de viol, ce qui avait été subi par ces toutes jeunes filles. Mais je pense que le risque que vous évoquez n'est pas... Il faut le prendre. Voilà, il faut le prendre parce que les victimes, d'abord, l'attendent, le demandent, et on a là une demande de société qu'il nous faut aussi prendre en compte à faible coût juridique, à mon sens, d'autant que les victimes ne sont pas naïves. Elles savent, quand elles se lancent dans une affaire comme ça, à quel point ça va être difficile et à quel point ces affaires de preuves et de parole contre parole vont leur être opposées. Ça, c'est pour l'article concernant la prescription. Sur l'outrage sexiste, écoutez, ça fait partie de ces lois qui, à un moment donné, posent des interdits. Voilà, c'est bien le message qui est donné à la société avec cette contravention, c'est il est interdit de harceler les filles dans la rue, mal se conduire avec elles. C'est des cliquets civilisationnels d'un certain point de vue. Voilà, effectivement, ça aurait pu passer par le règlement, par une décision, par décret. Il n'y aurait pas eu le même impact. Bon, le gouvernement a souhaité que ce soit dit clairement, d'autant que ça vient après d'autres campagnes. On a évoqué les campagnes contre le harcèlement. Ça fait déjà quelques années, quelques gouvernements qui s'y engagent. Je rappellerai l'excellente campagne conduite par ma prédécesseur Pascal Boitard sur le harcèlement dans les transports en Île-de-France, qui était une campagne vraiment très réussie. J'espère que effectivement d'autres lui succéderont et c'est normal. Je voudrais en revanche m'arrêter un instant sur l'article 2 parce qu'il n'a échappé à personne que cet article est déceptif. C'est-à-dire qu'il a créé beaucoup de déceptions chez les parlementaires, ici au Sénat, pour celles et ceux qui avaient s'être engagés sur une proposition de loi, à l'Assemblée nationale, dans tous les groupes, si j'ai bien compris, pas voilà, la déception était large. Dans le milieu associatif, chez les personnalités engagées, chez les experts engagés, et vous-même probablement, Madame Marlène Schiappa, puisque vous annonciez au mois de novembre vouloir fixer un seuil de présomption de non-consentement irréfragable. Et les diverses péripéties entre vos annonces et le texte aujourd'hui sont aussi probablement pour vous une petite déception. Peu importe d'ailleurs, c'est ça l'avis de ministre, encore faut-il, quand ça arrive, se le dire.
Voilà, il n'y a pas de honte à dire « je n'ai pas obtenu ce que je voulais ». Voilà, j'aurais préféré autre chose, c'est pas comme ça. Mais je voudrais revenir sur cette affaire d'article 2. Disons-le clair, ce qui était visé, quand on en a discuté dans différents lieux, c'était 3 objectifs à mon sens. D'abord, poser un interdit clair sur toute relation sexuelle majeure, mineure, relation sexuelle avec pénétration. Hein, si j'oublie de le préciser, c'est toujours avec pénétration dans la discussion sur l'article 2. Poser un interdit clair sur les relations sexuelles avec pénétration majeure, mineure. On reviendra plus tard sur la question de l'âge. Poser comme postulat qu'il ne saurait y avoir de consentement de la part d'un enfant à l'occasion d'une relation sexuelle avec un majeur. Ça, c'est la base, le postulat que nous voulons poser. Et enfin, poursuivre comme un viol cette relation sexuelle majeure-mineure avec pénétration, comme un viol s'entendant par en tant que et autant que. Donc, nous avons fait une erreur. Moi, je l'ai faite, d'autres l'ont faite. C'est de chercher à étendre la définition du viol pour viser cette affaire des relations sexuelles avec pénétration entre majeurs et mineurs. Et on s'est tous rendu compte à un moment donné, avec l'aide de différentes missions d'experts, qu'on ne peut pas. Voilà, le viol, c'est à 4 caractéristiques. Violence, contrainte, surprise ou menace. La contrainte, elle peut être morale. Mais tout ceci étant posé, on ne peut pas tordre totalement la définition du viol pour arriver à y inclure une relation sexuelle dans laquelle la seule contrainte puisse être une contrainte morale, puisqu'on a bien vu que cette contrainte morale, elle ne prête plus à discussion devant les tribunaux aujourd'hui. S'il n'y avait pas de discussion sur la contrainte morale, il n'y aurait pas de discussion sur le consentement de l'enfant qui a été dans cette relation sexuelle. Donc, vous avez fait le choix de rester dans le domaine délictuel en créant une atteinte sexuelle avec pénétration, plus sévèrement punie que l'atteinte sexuelle, même dont les peines sont renforcées, mais moins punie qu'un viol sur mineur, puisque dans un cas, c'est 10 ans, et le viol sur mineur, c'est 20 ans. Donc, c'est cet écart quand même qui trouble, et le fait qu'on reste dans le délictuel et qu'on ne passe pas dans le criminel, alors que nous voulons poser que c'est un crime. Et nous voulons poser qu'il n'y a pas de consentement possible. Alors, on dit c'est inconstitutionnel. Moi, j'ai pour principe de penser que seul le Conseil constitutionnel sait ce qui est inconstitutionnel ou pas. Et je dis en connaissance de cause, j'ai porté une loi dont tout le monde m'avait promis qu'elle serait inconstitutionnelle. Je vois Madame la garde des Sceaux sourire, et qui en fin de compte l'a été beaucoup moins que ce qu'on m'avait promis. Et tout le monde anticipait et spéculait sur ce qu'allait dire le Conseil constitutionnel. Mais je veux bien vous suivre quand même dans tout ça et vous proposer de changer d'angle de vue. Si la présomption irréfragable n'est pas acceptable en droit pénal, c'est incontestable. Il n'y a pas de présomption, et encore moins irréfragable, en droit pénal et en matière criminelle. En revanche, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a déjà jugé que, en dessous d'un jeune âge, un enfant ne peut pas avoir consenti aux actes sexuels dont il est victime. Alors, il est possible que la Chambre criminelle prenne des décisions inconstitutionnelles. On va s'épargner ces réflexions-là. Mais donc, la Chambre criminelle dit bien qu'en deçà d'un certain âge, un enfant ne peut pas avoir consenti aux actes sexuels dont il est victime. Donc, de quoi on discute? De l'âge. Et non pas d'un principe de droit. Puisque c'est possible à 6 ans, à partir de quel âge considérons-nous, nous, que l'enfant est toujours dans cette période où il n'est pas éclairé, il n'a pas conscience de ce qu'il fait, et donc il ne peut pas avoir consenti à une relation sexuelle avec un majeur. Après réflexion, étude, discussion, nous sommes nombreux à considérer aujourd'hui que c'est 13 ans, cet âge. À 13 ans, à 12 ans, puisqu'en dessous de 13 ans, c'est 12 ans, à 12 ans, nous avons affaire à des enfants. Et aucun d'entre nous ici, nous sommes nombreux à être parents, ne pourrait imaginer que l'on discute de l'éventuel consentement, de l'éventuelle maturité, de l'éventuel discernement d'un de nos enfants de 12 ans dans une relation sexuelle avec un adulte. La relation sexuelle entre mineurs, c'est une autre affaire. Dans une relation sexuelle avec un adulte. Donc, à partir de là, puisque nous nous sommes un peu fourvoyés dans notre raisonnement, et je prends ma part en cherchant à aller sur les affaires de viol, qu'est-ce qui nous empêche? Je vous pose la question avec beaucoup de bénévolence, Madame la garde des Sceaux, dans cette affaire. Qu'est-ce qui nous empêche de dire
qu'une relation sexuelle entre un majeur et un mineur de 13 ans est un crime de violence sexuelle sur enfant puni d'une peine de 20 ans. Le parquet conservera toute l'opportunité des poursuites et pourra effectivement évaluer les situations spécifiques. Ensuite de quoi, en cour d'assises ou dans les chambres, mais on raisonne, pardonnez-nous, on réforme le code pénal en l'état des procédures judiciaires qu'on connaît aujourd'hui, pas avec des futurs projets de loi. Qu'est-ce qui empêchera devant une cour d'assises à la défense de continuer d'arguer des mêmes arguments qu'elle pourrait arguer aujourd'hui? Et donc, les droits de la défense seraient respectés. Et à ce moment-là, l'auteur pourrait toujours dire qu'il ignorait qu'il a été trompé sur l'âge de la victime, qu'il l'ignorait, ou encore que la commission des faits n'a pas été réalisée. Donc, il me semble, pardonnez-moi, qu'il est parfaitement conforme au droit constitutionnel que le législateur qualifie de crime une relation sexuelle entre un majeur et un mineur de 13 ans. Merci, chers collègues. Madame Annick Billon. Merci, Monsieur le Président. Merci, Mesdames les ministres, pour votre exposé. Je rejoins entièrement les propos de Laurence Rossignol, puisque nous travaillons à la délégation depuis quelques semaines sur ce sujet, et il semble qu'il y ait une possibilité d'arriver à créer une infraction finalement qui ne serait pas uniquement le seuil, mais une nouvelle infraction, et dans laquelle nous n'aurions pas à définir c'est quoi le viol. Voilà, on n'aurait pas à prouver et à identifier la violence, la menace, la contrainte ou la surprise. Moi, j'ai sur la prescription, je partage l'article 1 totalement et la proposition du gouvernement, parce que ce qui est valable pour 20 ans est valable pour 30 ans. Et aujourd'hui, le projet de loi que vous portez, mesdames, il y a une forte attente. Nous avons entendu beaucoup de victimes, nous avons également auditionné Flavie Flament, et cette attente, nous l'avons comprise, nous l'avons intégrée, et cet article 1 est vraiment très attendu, et je le partage entièrement. Je voudrais vous poser une question concernant les moyens, Madame la secrétaire d'État. Vous avez annoncé la création d'un numéro national dédié aux victimes de harcèlement sexuel. Il semblerait donc que plusieurs numéros puissent cohabiter ensemble, mais vous allez me contredire si je dis bien sûr une erreur. Donc, n'est-il pas à un moment donné paradoxal de créer un nouveau numéro, alors qu'aujourd'hui, il y a d'ores et déjà des dispositifs qui sont connus et ou qui sont portés par les associations pour les faire connaître auprès des victimes? Est-ce que dans un climat où on est quand même assez contraint en termes de budget, il n'aurait pas été préférable d'allouer plus de moyens à des gens qui aujourd'hui maîtrisent et sont formés pour répondre à ces attentes? Par ailleurs, il y a une multiplication de dispositifs de signalement. Cette multiplication ne risque-t-elle pas de compliquer la tâche des victimes pour identifier l'interlocuteur le mieux adapté? Je crois que on a beaucoup d'associations, on en a rencontré qui travaillent. Donc, à un moment donné, la simplification. Moi, depuis 3 ans, plus de 3 ans que je suis au Sénat, on demande la simplification pour les entreprises, on demande la simplification dans les collectivités. Il faut aussi que les victimes soient face à quelque chose de simple et qu'elles n'aient pas la possibilité d'une palette pour répondre à leurs attentes. Quelle sera également la coordination du numéro national dédié aux victimes de harcèlement sexuel par rapport au numéro national d'accueil des femmes de victimes de violences? Parce qu'à un moment donné, j'appelle le numéro, c'est pas celui-là, c'est l'autre. Voilà. Bon, vous allez me contredire si j'ai mal compris vos propositions. Et vous avez, dans votre propos tout à l'heure, dit que les moyens pour les associations étaient maintenus. Nous avons auditionné beaucoup d'associations dans le cadre durant ces 5 mois. Les associations à moyens constants, aujourd'hui, compte tenu de la libération de la parole et de la complexité pour ester en justice, par exemple, ces associations à moyens constants, elles ne peuvent pas répondre aux attentes des victimes. Que proposez-vous par rapport à toutes ces demandes? Je vous remercie, mesdames les ministres. Merci beaucoup. Alors, au fur et à mesure que nous avançons
dans les interventions des uns et des autres, de nouvelles demandes de prise de parole surgissent, si bien que je dois maintenant donner la parole, bien sûr, à Marie-Pierre de la Gontrie, à Brigitte L'Herbier et à Françoise Laborde, ainsi que à vous-même, chers collègues. Alors, donc, mesdames les ministres, est-ce que vous souhaitez commencer à répondre ou est-ce que vous préférez qu'on achève le cycle des interventions des collègues? Je pense qu'on pourrait peut-être répondre. Alors, allez-y. Pardon, merci Monsieur le Président. Je voudrais répondre peut-être sur quelques points. Me permettrez-vous, Monsieur le Président, de répondre à 2 observations que vous avez formulées dans votre propos liminaire. Vous critiquiez, je crois, le gouvernement, d'une part, pour prendre par voie législative des dispositions que vous estimez de nature réglementaire, hein, et vous avez évoqué notamment la question des contraventions qui relèveraient du domaine réglementaire. Je dirais 2 ou 3 choses sur ce sujet-là. D'une part, c'est un processus qui, vous le savez, s'est déjà produit. Ça n'est pas totalement nouveau. Je sais bien que Nemo-Éditure, vous avez parfaitement raison. Néanmoins, vous aviez vous-même, je crois, voté l'interdiction du voile intégral et c'est un peu de la même... on pourrait estimer que c'est de la même nature. Vous n'avez pas la chance d'être parlementaire à cette époque. Par ailleurs, comme vous le savez, ce type de disposition, lorsqu'elle advient, n'est pas censuré par le Conseil constitutionnel et nous avons souhaité effectivement introduire dans la loi l'outrage sexiste, je ne parle pas là du contenu, mais formellement, comme contravention, considérant qu'il y avait une dimension puissante et c'est la raison pour laquelle le gouvernement a souhaité l'introduire par la loi. Mais j'ajouterais de manière plus juridique que nous avons introduit à titre complémentaire par rapport à l'outrage sexiste une nouvelle peine, celle de stage, qui est un stage de lutte contre le sexisme et pour l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est à l'article 4 et comme vous le savez, toute nouvelle peine doit être créée par la loi. Donc il nous a semblé difficile de décorréler ces 2 notions. Voilà la raison pour laquelle nous avons utilisé ce subterfuge juridique, cet instrument juridique. Évidemment, lorsque vous aurez adopté les nouvelles dispositions de la future Constitution, nous veillerons à ce qu'il n'y ait pas de texte réglementaire dans les dispositions législatives. Sur la question de la circulaire, je voulais juste préciser, puisque vous dites au fond qu'il y a dans ce texte également un certain nombre de dispositions que nous qualifions nous-mêmes d'interprétatives et qui dès lors relèveraient de la circulaire, certes, mais là encore, ce n'est pas la première fois que de telles dispositions sont utilisées. Par exemple, dans l'article 222-2-1 du Code pénal qui dispose que la contrainte en matière de viol peut être morale ou résulter d'une différence d'âge entre l'auteur et la victime. C'est bien une interprétation de la définition du viol et donc c'est une disposition, ce sont des véhicules que nous avons déjà utilisés. Je voulais simplement faire des observations, Monsieur le Président. Madame Mercier, Madame la rapporteure, vous avez, de mon point de vue, pour ce qui me concerne en tout cas, fait 2 observations auxquelles je voudrais répondre. Vous vous interrogez sur la pertinence de la création du tribunal criminel, puisqu'effectivement dans le projet de réforme de la justice que j'aurai l'occasion de vous présenter, je l'espère au mois d'octobre, nous proposons la création à titre expérimental de tribunal criminel qui effectivement pourrait juger ces questions de viol. Et vous dites au fond, ça ne correspond pas à ce qu'attendent les victimes qui demandent des procès avec jury populaire. Je reprends votre expression. Je rappelle que devant le tribunal criminel, il y aura bien un procès avec audition de témoins, avec possibilité
de s'exprimer aussi longuement que le président du tribunal le jugera nécessaire à l'établissement de la vérité. La seule chose, effectivement, c'est qu'il n'y aura pas de jury populaire, mais un jury de magistrats, puisque vous savez qu'ils seront 5, et donc ce jury de magistrats pourra également entendre les victimes. C'est simplement la notion de jury populaire. J'entends, et on m'a déjà fait cette observation, que certaines victimes préfèrent être entendues par un jury populaire. Je ne sais pas si c'est le cas de toutes les victimes. Je pense que l'affirmer de manière absolue est peut-être un petit peu excessif. Encore une fois, j'entends cette observation et je la reconnais, mais je ne sais pas si on peut la généraliser. En tout cas, l'instauration des tribunaux criminels permettra de juger des viols en tant que crime, et plus rapidement que la cour d'assises, non pas plus rapidement parce que la procédure serait plus légère ou je ne sais, plus rapidement au sens où effectivement le procès pourra avoir lieu dans des délais plus rapprochés. Vous avez évoqué également la question des stages. Vous faites, j'imagine, allusion au stage dont je parlais à l'instant, qui est prévu pour l'outrage, comme peine complémentaire pour l'outrage sexiste, et vous craignez que la future loi de réforme de la justice ne mette fin à ces stages. Pas du tout. Ce que nous proposons simplement, c'est pour plus de clarté, de regrouper l'ensemble des stages qui ont été prévus dans un seul article. Mais bien sûr, celui que nous aurons ici mis en évidence et créé ne sera en aucun cas supprimé. Ce n'est pas une disposition adoptée pour 6 mois. Monsieur le sénateur Pillet, vous avez fait part de votre préoccupation que l'on puisse amener réellement des progrès. Et vous avez, je crois, du moins c'est ainsi que je l'ai entendu, insisté sur le mot « réellement » dans l'ensemble des dispositions que nous prenons. Vous dites même il faut éviter que nous donnions bonne conscience à peu de frais et finalement avec des effets inverses de ceux auxquels nous prétendons aboutir. Vous évoquez 2 questions. Je vais répondre en tout cas au moins sur la première, c'est-à-dire sur la question de la présomption. Vous dites au fond de la prescription, pardon, pas de la présomption, de la prescription. Vous dites qu'allonger à 30 ans le délai de prescription posera des problèmes de preuve. Bien évidemment, je ne peux que vous suivre de ce point de vue-là. Pour autant, nous pensons que d'une part, les phénomènes d'amnésie traumatique qui ont été mis en évidence, peut-être pourront permettre de reconstituer des vérités sur la base de témoignages, voire même peut-être sur la base de faits qui pourront apporter des éléments de preuve. N'oublions pas que les éléments de preuve scientifiques ont également progressé et que cela peut permettre de reconstituer un certain nombre de choses. Et je dois dire aussi que la méthode du faisceau d'indices que les enquêteurs et les juges pourront mettre en exergue pourra peut-être permettre la reconstitution d'éléments de preuve. Donc je ne pense pas que ce soit totalement inutile et je ne pense pas que ce soit nécessairement contre-productif. Par ailleurs, il me semble que certaines victimes, peut-être, auront besoin que ce crime soit porté qu'elles puissent dire ce qu'elles ont vécu et que cela seul peut-être constituera pour elles une aide. Je ne dis pas que ce sera valable pour tout le monde. Encore une fois, je suis extrêmement humble par rapport à tout cela. Mais je crois qu'on ne peut pas adopter sur ces questions-là de position générale. Et donc, il me semble que c'est quand même un progrès que nous proposons pour toutes ces personnes qui ont été victimes de crimes pendant qu'elles étaient mineures. Sur la contravention, la distinction entre contravention et injure, je vais peut-être laisser Marlène répondre, bien qu'il y ait une distinction entre l'injure et l'outrage, et donc je laisserai Marlène répondre. Enfin, je m'étonne, monsieur le sénateur, que vous doutiez des moyens de la justice, dont vous savez qu'ils seront considérablement accrus par la loi de programmation. Je vous rappelle, 1,7 milliard en 5 ans et 6 500 emplois, c'est-à-dire plus que tout ce qui a été fait auparavant, mais jamais assez, me dira mon voisin, monsieur le président. Nous sommes heureux que vous fassiez progresser le budget de la justice, mais puisque vous dites que c'est davantage que ce qui a été fait auparavant, je vous renvoie à la loi
de programmation pour la justice de septembre 2002, vous constaterez par vous-même que l'effort budgétaire de cette période était nettement supérieur. Mais cela dit, je ne me serais pas permis de relever ce point si vous-même, vous n'aviez pas été si précise dans la comparaison avec ce qu'ont pu faire vos prédécesseurs. Nous comparerons en temps utile, Monsieur le Président. Madame Rossignol, vous soulevez évidemment un problème extrêmement difficile, celui de la rédaction de cet article 2, dont vous dites qu'il est déceptif. Et je comprends parfaitement que vous utilisiez cette terminologie par rapport à ce que l'on a pu lire des attentes qui ont été formulées par les uns ou par les autres. Moi-même, d'ailleurs, je le dis, j'avais eu l'occasion d'évoquer une présomption à 13 ans. Et je pense qu'il n'y a pas... on n'est pas ici dans l'ordre de je n'ai pas obtenu ce que je voulais. Ce sont des mots que vous avez utilisés par rapport à ma collègue, mais que je reprends à mon propre compte. Nous ne sommes pas du tout dans cet ordre d'idées-là. Ce n'est pas que nous n'avons pas obtenu ce que nous voulions. C'est que ce que nous voulions, nous l'avons obtenu. Il s'agit de mieux combattre le crime de viol. Il s'agit de mieux combattre le crime de viol et il s'agit de le faire avec, je crois, des instruments juridiques qui sont adaptés à cette volonté de combattre. Alors, vous dites que nous avons fait le choix de rester dans le domaine délictuel par la création de l'atteinte sexuelle avec pénétration. Je ne suis pas d'accord avec cette affirmation. Nous avons fait le double choix, Madame la sénatrice, d'une part, de combattre le crime de viol. Et ce choix-là, nous le menons en assouplissant considérablement la question de la preuve, qui est la question centrale, en assouplissant considérablement cette question de la preuve, en la rendant quasiment automatique pour les mineurs de 15 ans, puisque nous disons que pour eux, la contrainte résultera de leur vulnérabilité qui, finalement, fait qu'ils n'ont pas le discernement nécessaire. Et donc, ce faisant, nous disons aux magistrats qu'ils pourront, lorsque la situation se présentera devant eux, la violence, évidemment, elle est toujours établie. Ce n'est pas cela qui, la plupart du temps, fait problème. Ce qui fait problème, vous le disiez, c'est l'aspect notamment de contrainte. Nous disons que cette contrainte-là, elle découlera très naturellement du discernement, de la question du discernement et de la vulnérabilité. Je crois que ce faisant, nous nous donnons les moyens de combattre très efficacement les crimes de viol. Par ailleurs, dans la situation actuelle, comme vous le savez, les atteintes sexuelles, les atteintes sexuelles, donc délictuelles, sont envisagées sans distinguer s'il y a ou non pénétration. Cela me semble tout de même extraordinairement dangereux, dans la mesure où notre code pénal déjà interdit évidemment toute relation sexuelle entre un mineur entre un mineur de 15 ans et un majeur. La relation sexuelle est interdite. Donc il me semble curieux de ne pas aggraver l'atteinte sexuelle lorsqu'il y a pénétration. Mais ce faisant, nous prenons acte de cela, mais nous n'avons en aucun cas la volonté de correctionnaliser les crimes de viol. Au contraire, puisque, du moins, c'est l'analyse que je fais de la proposition que nous vous faisons, puisque vraiment, nous donnons aux juges les moyens d'assouplir considérablement la preuve pour les mineurs de 15 ans. Et donc, c'est cela que je voulais vous dire, et sur ce point-là, encore une fois, je m'inscris en faux. J'ai bien compris votre proposition, puisque je crois finalement que vous reprenez la proposition de M. Rosenzweig, qui dit finalement il faudrait établir un crime pour les moins de 13 ans. Il faudrait dire tout simplement qu'il y a crime pour les moins de 13 ans. Moi, je pense que cette proposition-là, elle est doublement dangereuse. Je ne suis pas sûre de sa validité constitutionnelle d'une part, et d'autre part, elle comporte de mon point de vue un danger également important, puisqu'évidemment il s'agirait
à supposer qu'elle soit constitutionnelle, d'une nouvelle peine. Et comme vous le savez, elle ne s'appliquerait donc que pour le futur. Et donc, on ne pourrait pas l'utiliser pour l'ensemble des plaintes qui ont été déposées jusqu'alors. La loi pénale n'est pas rétroactive, comme vous le savez. Non, puisque c'est interprétatif, et donc c'est applicable pour le passé. Voilà, donc c'est une nuance que je voulais apporter de ce point de vue-là. Voilà ce que je souhaitais dire. Je ne voudrais pas être plus longue pour laisser Marlène répondre. Merci. C'était très clair. Simplement quelques éléments de précision sur les questions qui m'étaient adressées directement. Madame la rapporteure Marie Mercier, je voulais simplement préciser que pour concevoir ce projet de loi, nous nous sommes basés au-delà du travail et des auditions qui avaient été menées dans le cadre de la campagne présidentielle pour prendre ces engagements et au-delà des différents groupes de travail que j'ai cités précédemment sur les travaux du Tour de France de l'égalité femmes-hommes. Donc je le rappelle quand même, c'est 55 000 participantes et participants. Ça en fait la plus grande consultation citoyenne qui n'ait jamais été organisée par un gouvernement, quel que soit le sujet, avec des ateliers menés notamment par des élus locaux, mais aussi par des associations partout en France, métropole et outre-mer, et avec un certain nombre d'auditions d'expertes et d'experts extrêmement approfondies sur maintenant une durée de près d'1 an. Les conclusions du groupe de travail que vous évoquez, qui a été commandé par le Premier ministre, la mission interdisciplinaire, les conclusions sont disponibles en ligne sur le site de Matignon. Si vous ne les trouvez pas, je vous invite à nous en faire part et on pourra vous les adresser directement. Et puis en ce qui concerne la question de l'éducation que vous soulevez, bien évidemment, j'y souscris pleinement. Je crois et nous croyons au gouvernement que ça doit être une priorité et que c'est dans le cadre de l'éducation que nous pourrons faire avancer l'égalité entre les femmes et les hommes, donc entre les filles et les garçons, en rappelant deux choses, simplement qu'il y a des choses que l'on peut faire dans le cadre de l'instruction qui relève des politiques publiques et de l'éducation nationale et qu'il y a une part d'éducation qui incombe évidemment à la famille. Mais pour vous détailler ce qui est projeté et ce qui a déjà été initié par le gouvernement, je vous renverrai à 2 articles dans lesquels nous avons détaillé, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, et moi-même, les propositions du gouvernement. En ce qui me concerne, c'était l'Express il y a quelques semaines, mais dans Version Fémina, qui était disponible ce week-end, vous aviez un article très complet du ministre de l'Éducation nationale qui détaillait l'ensemble de ce qui sera mis en œuvre à partir de la rentrée prochaine en répondant aux lectrices et aux lecteurs sur de nombreuses pages. Je vous le ferai parvenir également si vous le souhaitez. Mais très brièvement, nous avons décidé de mettre en place des référents égalité dans tous les établissements. Ça veut dire que dorénavant, dans chaque établissement scolaire, il y aura une personne formée à l'égalité entre les filles et les garçons et qui sera donc la personne de référence à laquelle tout le monde pourra s'adresser. L'outil de la mallette des parents qui sera déployé à partir de la rentrée prochaine et qui comportera un certain nombre de documentations à direction des parents en ce qui concerne l'égalité filles-garçons, à la fois le cadre du respect des valeurs républicaines, c'est-à-dire la mixité non négociable entre les filles et les garçons, ce que le ministre de l'Éducation nationale appelle le respect d'autrui, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, y compris les plus violentes qui ont cours dès le plus jeune âge, mais également des questions liées à l'orientation pour faire en sorte de décloisonner les filières d'orientation avec un certain nombre d'objectifs chiffrés que je ne vous détaille pas là parce qu'il serait trop long mais que je vous ferai parvenir. Et puis enfin, nous avons décidé de mettre en œuvre les 3 séances d'éducation à la vie affective et sexuelle qui sont prévues dans la loi depuis des années, qui ne sont pas mises en œuvre. Donc nous avons commencé par faire une forme d'audit de ce qui était fait ou pas fait. Nous avons constaté que souvent ça n'était pas fait et donc le ministre de l'Éducation nationale a adressé une circulaire à l'ensemble des recteurs de France avec un catalogue de toutes les associations qui ont un agrément IMS, intervention en milieu scolaire, pour que ce soit plus facile pour les chefs d'établissement parce que parfois c'était pas de l'obstruction de leur part, mais simplement le fait qu'ils ont un emploi du temps très chargé, ne savaient pas à qui ils pouvaient s'adresser en toute sécurité, y compris pour les enfants. Donc cela nous permettra de le mettre en œuvre et la mallette des parents nous permettra de correspondre avec les parents parce que je crois bien évidemment qu'il est tout à fait normal que les parents soient associés pleinement à cette démarche. En ce qui concerne la question relative à l'outrage sexiste,
La garde des Sceaux a répondu, et je voudrais préciser que l'outrage sexiste n'est pas l'injure sexiste, ce sont véritablement deux choses différentes. L'outrage sexiste, ce que les femmes ont décidé d'appeler le harcèlement de rue en langage courant, ça ne passe pas forcément par une injure verbalisée. Ça peut être une situation d'intimidation, de menace, qui soit verbalisée ou qui ne soit pas verbalisée. Ça peut être quelque chose de physique qui ne va pas jusqu'à l'agression. Quand vous marchez dans une rue et que quelqu'un vous suit sur une rue, 2 rues, 3 rues, 5 rues, 6 rues, quand quelqu'un rentre dans votre espace intime, et nous savons toutes et tous, nous avons les codes sociaux, nous savons toutes et tous où commence l'invasion de notre espace intime. Quand quelqu'un vous demande 1 fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois votre numéro de téléphone, de manière intimidante, de manière menaçante, quand 8 personnes se mettent sur votre route pour vous empêcher de passer, eh bien tout cela actuellement n'est pas caractérisé. Et aucune femme n'ira déposer plainte dans un commissariat pour dire 3 inconnus m'ont suivi pendant 6 rues en me demandant à plusieurs reprises mon numéro de téléphone, parce que ça n'est pas caractérisé actuellement. C'est pour ça que nous passons par du flagrant délit aussi, parce qu'il y a des pays qui l'ont mis en œuvre avec un système de dépôt de plainte. Nous voulons passer par du flagrant délit pour que les femmes n'aient pas à aller déposer plainte. Et je dis les femmes parce que dans l'immense majorité des cas, ce sont les femmes. Mais dans le cadre du travail parlementaire à l'Assemblée nationale, cela a été enrichi. Et dorénavant, tout ce qui concerne également les menaces à caractère sexuel ou homophobe ou en direction des personnes LGBTQI seront aussi intégrées dans cette définition de l'outrage sexiste. Et puis je me permets de dire, vous avez dit, je crois que c'est vous, monsieur le sénateur, qui avez dit les policiers sont réfractaires, je ne sais plus quel terme vous avez utilisé exactement. Doute, d'accord, c'est déjà plus nuancé. Moi, je crois que la grande majorité des policiers sont partants, au contraire. Dans un premier temps, nous avons eu des expressions de syndicats de policiers qui effectivement doutaient, parce que légitimement, ils s'interrogeaient sur les contours, la définition, etc. Maintenant que nous avons d'abord un projet de loi et ensuite une impulsion du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, qui missionne les forces de l'ordre pour cela, eh bien, je crois que les forces de l'ordre sont au contraire tout à fait partantes. Celles et ceux que nous avons auditionnés, au contraire, s'approprient cela et ont hâte de pouvoir mettre en œuvre la verbalisation de l'outrage sexiste, parce que c'est la mission des forces de l'ordre que de protéger la population et notamment les femmes dans ce contexte. Madame la Présidente, vous avez posé un certain nombre de questions précises. Vous me voyez noter des chiffres. Je vais tenter d'être le plus précise possible dans mes réponses. En ce qui concerne le numéro que vous évoquez, il y a un numéro qui était animé, qui était géré pleinement par une association. Cette association a décidé de fermer son standard et donc partant du principe d'abord que nous ne pouvions pas laisser les femmes sans réponse puisque ce standard était fermé, nous avons décidé conjointement avec la DGT et donc avec ma collègue Muriel Pénicaud de créer un numéro qui le prenne à sa charge. Mais ça n'est pas notre unique motivation. Notre autre motivation, c'est simplement que nous considérons que sur ces questions, l'État doit reprendre la main et qu'il n'est pas anormal qu'il y ait un service public qui adresse des réponses aux femmes qui sont victimes de violences sexistes et sexuelles. Par ailleurs, en ce qui concerne cette association, effectivement, ces moyens sont totalement maintenus. Je crois que ça doit être souligné parce qu'il y avait les subventions, et les sénateurs et les sénatrices le savent bien, les subventions, l'argent public, ce n'est pas du mécénat, c'est une subvention qui est accordée en échange d'une forme de délégation de service public ou d'une forme de service, en tout cas rendu au public. Alors là, nous avons une association qui nous dit « je vais arrêter de rendre une part de ce qui est prévu dans notre convention ». Nous serions tout à fait fondés à dire « eh bien, dans ces cas-là, nous cessons de donner une subvention ». Ça n'est pas le choix que nous avons fait. Nous avons choisi, eu égard au surcroît d'activité que vous évoquiez, dont nous sommes parfaitement conscients, de maintenir cette subvention en disant « très bien, vous êtes déchargés désormais de ce standard, mais nous maintenons totalement votre subvention. Il n'y a pas une baisse d'un seul euro de subvention en direction de cette association. Je crois que c'est plutôt quelque chose d'extrêmement positif. Je partage ce qui a été dit sur les numéros, c'est-à-dire la variété des numéros, mais il a été dit à un moment dans les débats, je vous prie de m'excuser, je ne sais plus qui l'a dit, que les numéros étaient connus. Moi, je ne le crois pas. Quand nous regardons les études, quand nous regardons les questions qui sont posées aux femmes, qui appelez-vous en cas de violence sexiste ou sexuelle au travail? Les numéros de téléphone arrivent en avant-dernière position, après la police, après les syndicats, après l'inspection du travail, après les amis, après les proches, après les collègues, après véritablement tout le monde. Et quand nous demandons aux gens, est-ce que vous pouvez me citer les numéros de téléphone? Le numéro de l'association que vous évoquez, la VFT, je crois qu'ici, il y a beaucoup de sénatrices et de sénateurs qui, de mémoire, peuvent le citer parce qu'ils travaillent sur ces sujets. Je ne suis pas sûre que si nous allons dans la rue ou dans une entreprise, dire à une femme quel numéro de téléphone contactez-vous en cas de violence sexiste ou sexuelle sur votre lieu de travail, elle connaît ce numéro de téléphone. Ce flou, nous en avons eu des témoignages lors de ce Tour de France de l'égalité femmes-hommes, lors des études que nous avons menées en ligne. Mais je vous donne un exemple, pardon, je me permets de prendre quelques minutes encore, mais je crois que c'est au-delà de l'anecdote. Madame le ministre,
bien entendu. Simplement, j'ai 5 collègues qui veulent intervenir. Je fais très vite, Monsieur le Président. Il faudra que je lève la séance dans tout état de cause à 20h30. Bien. Donc, je suis extrêmement brève. Voilà. Je vous laisse la parole. Votre message, Monsieur le Président. Je ne veux pas être du tout désagréable. Vous je suis très ne l'êtes heureux pas. de vous auditionner. Vous avez raison de le faire. Mais les collègues, ils vont me faire des reproches Je parce que je vais leur terminer en moins demander d'être d'1 très minute. bref après. Il est 20h15, à 20h16, j'aurai terminé. Nous avons créé une hotline à Cannes et donné un numéro de téléphone en direct sur Europe 1. Il y a eu des dizaines de numéros de téléphone venant de toute la France, de gens qui pensaient que c'était la première fois qu'un numéro de téléphone était créé pour les victimes de violences sexistes et sexuelles. Ça nous montre à quel point il y a un besoin de créer un numéro d'entrée unique qui ensuite redispatche vers les différents numéros, car je crois que la spécificité de chaque numéro et de la compétence de chaque association n'est absolument pas remise en cause. Pour les moyens, il me reste 30 secondes. Il y a par exemple 1 280 000 € au CIDFF. Je vous ferai parvenir la totalité des subventions si vous le souhaitez, mais il y a par exemple en termes d'augmentation plus 60 000 € pour le collectif féministe contre le viol et plus 1 million dans le cadre de l'appel à projet que nous avons lancé sur les violences sexistes et sexuelles au travail. Ce budget est complété par l'interministériel, notamment les 900 000 € de la garde des Sceaux pour le téléphone grave danger. Je vous remercie. Bravo pour la minute. Alors, Madame Marie-Pierre de la Gontrie. Merci, Monsieur le Président. Je vais donc être le plus rapide possible. Faites comme en séance, quoi. 2 minutes chacune et ça sera parfait. Ça tombe toujours sur moi, vous le savez, Monsieur le Président. C'est parce que vous n'êtes pas assez enhardi. Vous devriez demander la parole en début Non, parce que d'audition. les femmes, souvent, on attend de voir si c'est nécessaire avant de lever le doigt. Et là, vous pensez que c'est nécessaire. Alors, allez-y. Madame la garde des Sceaux, vous avez utilisé une expression il y a quelques instants en disant ce que nous voulons, c'est mieux combattre le crime de viol. Donc, ce que j'aimerais au fond, peut-être, c'est que nous puissions être éclairés sur les modalités de votre projet de loi, parce que je dois vous indiquer que, même si j'ai une formation qui est censée me faciliter l'exercice, comprendre le résultat des discussions à l'Assemblée nationale n'a pas été aisé pour moi. Rappelons simplement quelques faits. Septembre 2017, un homme de 28 ans a une relation sexuelle avec une enfant de 11 ans. Le parquet de Pontoise, à ce moment-là, estime que la contrainte n'est pas établie de manière certaine et décide de poursuivre pour atteinte sexuelle, émotion. Novembre 2017, la Cour d'assises de Seine-et-Marne a jugé un crime de viol. Un homme de 30 ans, relation sexuelle avec une enfant de 11 ans. J'indique que c'est jugé 9 ans après les faits. Et en raison de l'absence de contrainte démontrée, en tout cas, le jury prononce l'acquittement, émotion, notamment du gouvernement, puisque dès le 11 novembre, Madame Schiappa vous annoncez qu'un projet de loi va venir instaurer la présomption irréfragable de non-consentement. Du coup, vous avez créé cet article 2 qui est à la fois complexe à comprendre et, comme l'a dit ma collègue Laurence Rossignol, déceptif. Et je pense que lorsqu'elle indiquait « il faut parfois reconnaître que l'on n'a pas eu ce qu'on voulait obtenir », c'était une façon de suggérer à Madame Schiappa, en tout cas, de ne pas prétendre à tout prix que ce qui est proposé aujourd'hui, c'est absolument ce qui avait été proposé lorsque vous êtes exprimé le 11 novembre. Mais peu importe. Nous sommes tous ici, personne ne se fait le procès de ne pas souhaiter atteindre le même but. Donc nous allons évidemment nous économiser ce type de procès. Ce que nous voyons aujourd'hui, me semble-t-il, c'est que, avec la combinaison à l'article 2 de vos modifications au 222-22-1 et au 222-27-26, vous allez donc, j'imagine, penser pouvoir poursuivre de manière plus efficace les atteintes sexuelles avec pénétration sur mineurs. En clair, en quoi est-ce que ce que vous proposez aujourd'hui aurait évité la situation dans laquelle nous sommes trouvés en septembre puis en novembre 2017, concernant la répression des 2 personnes concernées dont nous sommes entre nous, tout le monde pense qu'effectivement il y avait clairement un problème d'infraction pénale. Donc vous suscitez de ce fait, sauf à ce que vous puissiez nous convaincre ce soir, le procès d'encourager à la correctionnalisation de ce qui, pour chacun d'entre nous, serait en réalité qualifié de viol. Et donc, je vous retourne l'affirmation, Madame la garde des Sceaux, en quoi vos dispositions permettent-elles de mieux combattre le crime de viol sur mineur? Merci, chers collègues.
on ne peut pas postuler que les deux instances qui ont à juste titre scandalisé nos concitoyens l'année dernière résultent de malfaçon de la législation. On pourrait au contraire penser qu'avec une bonne législation, il peut y avoir de mauvaises pratiques et que, par conséquent, l'essentiel de l'effort doit porter sur les moyens des tribunaux et la pratique des magistrats. Cela étant, je comprends bien la différence entre le viol et l'atteinte sexuelle avec pénétration. C'est quand même pour la victime que l'atteinte sexuelle avec pénétration ne suppose pas d'avoir à réunir les 4 éléments constitutifs du viol, qui sont évidemment plus difficiles à réunir que la caractérisation de l'atteinte sexuelle. Il me semble. Hein. Mais je ne veux pas répondre à la place de la garde des Sceaux, même si je suis là pour l'assister dans toute la mesure de mes faibles moyens. Alors, Madame Brigitte Lherbier. Oui, Monsieur le Président, Mesdames les ministres, votre introduction était de dire impossibilité d'égalité des chances si on n'a pas réglé ce problème de violence. Et c'est un fait. On est tous ici, dans cette salle, des élus de terrain. Avant d'être sénateur, on a tous été confrontés à la souffrance psychique, physique, de toutes les permanences des gens qui venaient à nos permanences. On en garde quelque part des séquelles parce que c'était extrêmement douloureux. Marie a reçu beaucoup de monde aussi, c'était extrêmement douloureux aussi pour elle. Les témoignages sont vraiment oppressants pour l'élu. Alors, moi, je faisais des permanences tous les mois et tous les mois, j'avais des gens, des dames qui venaient raconter qu'elles souffraient sous les coups de leur mari. C'était dans des UP. Alors, on pourrait penser que c'est un problème de classe sociale, de mauvaise connaissance du droit. La maison du droit faisait son possible, mais systématiquement, on avait à nouveau ces mêmes témoignages le mois suivant. Alors, vous avez parlé, Madame Sherpa, des plaintes en ligne. Madame la ministre Belloubet, vous avez parlé des plaintes en ligne. Je pense que ça va être un plus, justement, pour favoriser le dépôt de plainte, parce qu'on en est tous là. Essayer de convaincre, le mot c'est vraiment convaincre, à porter plainte. Les sanctions plus sévères, peut-être que ça va convaincre aussi de se dire, bon, c'est tentant de se dire, je ne peux pas continuer à me laisser frapper sans qu'il y ait de sanctions. Et puis voilà, alors j'étais dans cet état d'esprit de me dire, si on fait de la pédagogie, justement, dans les zones où ils n'ont pas d'accès forcément au droit, ça sera un plus. Et voilà, il faut que je vous raconte une anecdote de samedi, pas plus tard que samedi, sur les plages du Touquet. J'ai vu une dame assise sur un banc, complètement repliée sur elle-même, et cette dame très classe, vous voyez, je me suis avancée vers elle parce que je voyais qu'elle était complètement perdue. Elle avait une 60aine d'années, donc c'est pas forcément que des jeunes qui subissent les violences. Et puis elle m'a dit, je rentre pas chez moi ce soir parce que les coups pleuvent. Je ne fais que ça, appeler la gendarmerie, et je ne sais plus où j'en suis. Je suis allée à une réunion alors, dans une ville voisine, il y avait 300 personnes, m'a-t-elle dit. Et on en est tous ressortis sans se parler parce qu'on avait toute honte de ce qui nous arrivait. Vous voyez, c'est très bizarre cette réaction. Et puis on s'est dit, de toute façon, on n'a pas de preuves. Elle me dit, je suis allée voir un médecin, il m'a dit, peut-être que vous êtes tombée dans l'escalier, madame. Et en fin de compte, bon, on arrive, et c'est ce que ma collègue Annick Billon m'y a fait penser tout à l'heure, l'après-procès. Elles sont toutes en train de se dire, bon, bah, tout ça, pourquoi ? On va le mettre en prison, on va réussir à le condamner, mais moi, qu'est-ce que je vais devenir? Et elle m'a expliqué, cette dame, séparation de biens, son mari a tout, elle n'a rien du tout. Petite ville où la pression sociale et les témoignages des voisins et autres, c'est une honte pour elle. Moi, je pense qu'il faut aussi développer cet aspect de communication de l'après.
trouver des logements. Je ne pense pas que ça soit... ma collègue Billon en a parlé tout à l'heure. Les associations, les aider à reloger ces femmes, à les éloigner. Je pense qu'on en est aussi là. C'est pas seulement l'arsenal de sanctions législatives, il faut aussi le social et l'association qui se développe. Oui. Merci, chers collègues. Alors, Madame Françoise Laborde, s'il vous plaît. Pardon. Merci, Monsieur le Président. Mesdames les ministres, merci de cette longue audition ce soir, parce que j'avais préparé un certain nombre de questions et j'ai déjà eu pas mal de réponses, donc je vais vous faire grâce, surtout que nous devons travailler à la délégation mercredi et jeudi sur ce texte. J'avais décortiqué moi aussi, comme mes collègues Rossignol et de la Gontrie, l'article 2, avec l'article 222.1, etc. Donc je vous fais grâce et je garde mes réserves pour la délégation jeudi matin, puisque bien sûr nous ferons des amendements. Bon, il y en a un qui sera facile pour moi. Je suis désolée de dire que d'appeler le chapitre 2, dispositions relatives à la répression des abus sexuels sur les mineurs, et ne plus l'appeler violence me gêne un peu, mais donc ce sont des choses à la marge. La question sur laquelle je voudrais quand même insister, mais qui fera aussi de ma part peut-être un certain nombre d'amendements, c'est sur ce qui touche à l'inceste, puisque, bon, d'accord, nous avons rajouté cousin, cousine, mais il n'y a pas quand même réellement de surqualification de l'inceste, et ça reste une situation aggravante dans les deux articles, 222.31.1 ou 222.27.2.1. Donc pour moi, je vais continuer à l'étudier, ça me paraît pas tout à fait suffisant et satisfaisant. Et bien sûr, la réflexion sur l'âge qui reste un grand problème, puisque notre collègue Marie Mercier préconisait plutôt 13 ans, nous non, mais ça a changé, oui. Enfin non, mais voilà. Mais on est à des niveaux différents.